ne peut pas dire que la pratique religieuse soit très exigeante à Campagnole. Il y a donc une messe une fois par mois. Et là, j'y suis allé parce que c'était une messe à la mémoire d'un ami. Et j'ai assisté à une scène à la fois déchirante et hélas significative. Et le curé était tellement vieux, tellement fatigué, avec ses sandales de cuir, son pantalon d'été chiffonné sur ses chevilles et son vêtement liturgique vert et or qui scintillait dans le seul rayon de soleil qui tombait du vitrail au-dessus, qu'il a d'abord marmonné un sermon sur l'humilité, avec une voix presque inaudible, avec une argumentation hésitante, en nous disant, entre deux phrases, « Pardonnez-moi, mais ça va pas du tout en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver mes mots ». Mais quand même avec un sourire assez gentil et rassurant, qui nous a donc rassurés. Et puis ensuite, et là c'était nettement moins rassurant, au moment clé, au moment paroxystique de la messe, qui est la consécration, le malheureux qui depuis le début, j'ai bien vu, cédait de son livre pour lire les paroles de la liturgie, ne pouvait pas lire à la fois et lever l'hostie, donc au moment de dire la nuit où il fut livré et d'entrer librement à sa passion, etc., il a quitté le texte des yeux, et là, après des milliers de messes qu'il avait dites, une vie entière passée à dire les mêmes mots au même moment, il a humblement demandé à l'Assemblée de continuer à dire ce qu'il fallait dire, parce que lui ne pouvait plus, son cerveau refusait de restituer les trois phrases crucial, nécessaire, et nous l'avons fait donc à sa place, un peu au bord des larmes, en tout cas très ému, parce que c'était une illustration immédiate, parfaite de son sermon sur l'humilité, là. Quand ça commence comme ça dans une vie, en général, on va pas très loin, et là, visiblement, il voyait le bout du chemin de la vie, de la mémoire, en tout cas. Il subissait une espèce de révélation humiliante, un peu comme un pianiste qui devient sourd ou un peintre aveugle, et il nous la cachait pas en plus. Dieu lui reprenait les clés, il n'essayait même pas de donner le change, il n'essayait pas de garder une contenance, il avait un petit sourire navré qui voulait dire « je peux plus marcher, désolé, allez sans moi ». C'était vraiment digne d'une scène de film, mais honnêtement, qui mettrait encore en scène un vieux comme ça, un vieux prêtre dans un film? Déjà, dans un livre, quand j'en mettais un autrefois, mon éditeur me disait « mais c'est pas vraiment l'idéal dans le contexte actuel ». À quoi j'y répondais « ben, vous n'êtes pas non plus l'éditeur idéal dans le contexte actuel, parce qu'il faut un peu de courage et vous n'en avez pas ». Autant dire que j'ai pas gardé cet éditeur très longtemps. Et c'est surtout là que je voulais en venir, parmi tous ces gens que nous étions, un peu gêné à la messe et qui disait à la place du curé les paroles cruciales de la consécration, il n'y avait strictement personne en dessous de 50 ans. Et la plupart avaient nettement plus de 70, ce qui faisait qu'ils connaissaient la liturgie. Il m'est venu à l'esprit que si nous avions eu, par exemple, dans l'église, les membres au complet d'un centre de jeunesse ou les élèves d'un collège religieux en camp de vacances dans le coin, eh bien, jamais on n'aurait entendu 50 voix comme ça dire « la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain », etc., à la place du curé, parce que tout simplement les jeunes n'auraient pas su, ou pas assez su pour la plupart, les paroles de cette liturgie pour prendre le relais. C'est toute une génération en ce moment qui perd vraiment la mémoire du christianisme, qui est en plein AVC culturel, et ça ne concerne pas que cette culture-là, qui était connue de tout le monde autrefois. Même des mécréants, d'ailleurs, les connaissaient, ces mots. Ce ne sont pas leurs facultés de mémoire qui sont en cause. La preuve, parallèlement, tous les soirs au bar, cette jeunesse de village qui ne va pas à la messe connaît par cœur les paroles des chansons de variété dans l'émission de Nagui. La liturgie chrétienne est simplement sortie de leur karaoké personnel. C'est comme ça, c'est regrettable. Je vous remercie. Comment se fait-il que vous reveniez 2 fois de suite au sujet de la pyrale du buis, vous savez, ce petit papillon blanc qui infeste nos campagnes du Sud et qui provoque la mort quasi systématique des buis de nos forêts? Eh bien, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et le premier élément nouveau, c'est qu'il y a eu une deuxième ponte et une deuxième arrivée de chenilles au début septembre. Et le deuxième élément nouveau, c'est aussi que la dévastation du paysage donne la mesure du nombre de buis qu'il y avait chez nous. D'habitude, on ne s'en avise pas, mais dans certains coins, c'est tout marron et beige dans la nature, alors que cette verdure persistante en hiver était assez plaisante pour l'œil, d'un beau vert foncé. Mais rien de tout ça ne justifierait que j'y revienne, sauf 2 remarques venues de Gustave, dont on connaît l'esprit caustique.
Oui, parce que Gustave m'en a reparlé de cette infestation pour prolonger la chronique que je lui avais consacrée il y a une semaine, et pour me dire, tu as bien fait de souligner les méfaits de la mondialisation qui est en effet entièrement responsable du débarquement de ce parasite, mais tu n'as pas dit l'essentiel. Ah bon, lui ai-je dit, je veux bien l'admettre, mais l'essentiel selon toi alors c'est quoi? Eh bien, comme toujours, c'est un paradoxe qui m'a frappé au mois de juillet, au milieu de la vague des 40 degrés. Tu te souviens quand les pouvoirs publics prenaient les gens pour des imbéciles, des enfants de 10 ans en tout cas, et leur disaient hydratez-vous, évitez de sortir aux heures chaudes, mettez un linge mouillé, etc. Eh bien, dans le même temps, tu avais cette saloperie d'infestation par la pyrale, là, qui tuait des massifs entiers, et dont on connaissait les effets sur le paysage, puisque la chose est arrivée d'Asie par l'Allemagne en 2000, et qu'elle n'a cessé de progresser depuis. Eh ben, quand les papillons blancs débarquent dans une zone encore préservée, comme la nôtre, par millions, quand on sait que le risque, c'est de voir des massifs entiers se transformer en squelettes blancs et beiges sous les chênes et sur les crêtes, quand on risque de perdre des centaines d'ornements végétaux, de demeures historiques, de jardins publics dans les villes, que font les pouvoirs publics pour prévenir la population de tout ça, pour lui apprendre les gestes qui peuvent sauver un massif, les produits disponibles, les recettes de grand-mère pour soigner ça, la façon dont, pour les mairies et les particuliers de traiter un buis malade? Eh bien, ils ne font strictement rien. Aucune campagne à la télé sur le ton des gestes simples qui peuvent sauver la forêt derrière vous n'a et jamais été émise. Tout simplement, ils n'y ont pas pensé. Ou plutôt s'ils y ont pensé, parce qu'ils sont quand même pas stupides, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh ben, m'a-t-il dit, déjà parce qu'il y a une directive européenne qui interdit d'épandre le seul produit qui marche en pleine campagne. On ne peut le faire que dans les jardins. Et puis surtout, m'a-t-il dit, si tu veux mon avis, c'est pour ne pas attirer l'attention sur un argument de plus qui accable la mondialisation dans l'esprit des gens. C'est un parasite chinois, après tout, qui vient de ce que les Chinois cultivent chez eux, des buis européens, figure-toi, pour les revendre en Europe, dans les jardineries, et revendre donc des arbustes malades qui ont été infectés chez eux. On importe de plus en plus de cochonneries qui tuent la vie locale, et là on parle même pas de la culture, non simplement les parasites. Mais on n'a pas le droit de le dire, parce que les gens risqueraient de se rendre compte que la mondialisation est un désastre sanitaire aussi. Tuberculose, variole, rougeole, dengue, peut-être même un jour Ebola. Et tout ça mettrait en péril les échanges internationaux, l'immigration, la prospérité des pays exportateurs. Alors là, je lui ai dit que Dieu merci, ça concernait que le buis. Mais il m'a répondu, parce que tu crois que quand les chenilles auront mangé les buis, elles vont se laisser mourir? Non, elles vont s'attaquer aux vignes, aux chênes verts, aux vergers, à tout. Et là, les photographies des paysages dans les Cévennes et dans les monts du Larzac vont devenir hors la loi, parce qu'elles diront clairement, vous voyez à quoi ça ressemble notre continent avec votre mondialisation. Alors non seulement vous nous mettez des hangars partout, mais maintenant c'est la peste qui en sort. Est-ce bien ça? Je vous laisse sur cette question, je vous remercie, abonnez-vous. Au début, j'en revenais pas. L'autre jour, je parlais avec Gustave, qui est toujours à ses gilets jaunes, et il m'a donné le nombre de communes en France qui font moins de 1000 habitants. Ben, figurez-vous que ce sont à peu près les 3/4. 27 000 sur 36 000. Et vous savez pourquoi il me disait ça? Parce qu'il avait un plan à leur soumettre pour les municipales. À qui? Mais aux Gilets jaunes, il se flattait de connaître un cadre jaune, si j'ose dire, qu'il avait rencontré en juin lors de son déplacement à Paris, dont je vous parlerai un jour, et il me garantissait qu'il allait les convaincre de viser en priorité les communes de moins de 1000 habitants. Pourquoi et surtout comment? Pourquoi? Ben c'est facile, c'est parce que selon lui, elle représente le point d'entrée idéal de l'esprit gilet jaune dans la vie sociale. Comme les bagouilles sont innombrables dans le petit tissu communal français en matière d'accès à l'emploi public, de marché public, de favoritisme, de permis de construire scandaleux, eh bien les candidats gilets jaunes pourraient les dénoncer de l'intérieur. Alors moi, sans réfléchir, je lui réponds, mais ça va être dur quand même de monter des listes, ils s'entendent déjà pas entre eux. Mais il m'a répondu, non, c'est là qu'est la chance pour eux, pas besoin de liste. Dans une ville de moins de 10 000 habitants, de 1000 habitants, pardon, tu peux te présenter seul. Donc les gens peuvent voter pour toi sans que tu appartiennes à une liste, mais si tu fais plus de voix que le dernier de la liste, eh bien tu prends sa place au conseil municipal. Donc dans les communes de moins de 1000 habitants,
largement les plus nombreuses en France. Si les gilets jaunes se donnent pour but d'envoyer juste un ou deux opposants comme ça aux magouilles ordinaires, juste pour participer et pour voir ce qui se passe au Conseil de l'Intérieur, eh bien, tu m'as compris, il y aura un vert jaune dans chaque fruit municipal et ça remontera en permanence vers la tribune nationale du mouvement. Du coup, tout ça va peser énormément sur la vie publique. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qui te prouve qu'il y aura un candidat favorable aux Gilets jaunes dans chaque commune de moins de 1000 et surtout, qu'est-ce qui te prouve qu'il sera assez populaire pour rentrer au conseil municipal? Alors, il me dit rien en effet ne me le prouve, rien en principe. Mais une chose tout de même extrêmement importante, c'est que tout le monde est en train de comprendre que les sectaires du parti au pouvoir, là, les celles et ceux, sont en train d'essayer d'infester la vie sociale dans tous les aspects, dans tous les recoins, et que donc il y a un devoir de résister, d'occuper le terrain à leur place, de déjouer leurs manœuvres qui passent par toutes les techniques de la manipulation moderne, des faux comptes sur Internet, le harcèlement des opposants, des pressions sur les médias, des signalements abusifs au CSA, des menaces de procès en diffamation, des arrestations préventives avant les manifestations. Quand tu vois les débats sur LCI, par exemple, tu es terrifié, me dit-il, par l'endoctrinement, le travestissement du réel, la dévotion au chef, le langage de plomb, tout ça, quoi. Présenter partout quelqu'un en disant « on met un pied dans la porte avant qu'elle ne se referme définitivement », dans ces conditions, c'est très important, ce sera perçu comme très important par la population. Imagine un conseil municipal de 11 personnes où tu as deux camps, comme souvent en ce moment, eh bien les progressistes donneurs de leçons d'un côté, les droitiers qui en ont marre des leçons de l'autre côté, eh bien un ou deux gilets jaunes entre les deux, et hop, c'est toute la décision qui bascule d'un côté ou de l'autre selon les préférences de la troisième force. Oui, mais lui dis-je, tu m'as pas dit en quoi tout ça les rendrait assez populaires pour être élus. Eh bien, me répond-il, parce que les Français adorent coincer les puissants. Les réseaux, les magouilleurs, là ils ont une belle occasion, l'une des dernières. Elle est à leur portée, ils vont évidemment pas la rater. On parie? Ben parions avec lui. Je vous remercie, abonnez-vous. J'ai participé à 2 pétitions dans ma vie. Pour la première, nous étions 5 ou 6, dont Frédéric Mitterrand, Pierre Berger, Emmanuel Carrère, Ayagon, etc. C'était en faveur de Renaud Camus, oui, l'écrivain du Grand Remplacement, qui était devenu un pestiféré à l'époque pour 3 lignes déjà sur une question assez voisine en 2000. Et la deuxième pétition, là, c'est tout récent, c'est pour exiger du gouvernement qu'il tienne compte de l'avis du peuple avant de vendre Aéroport de Paris à la finance étrangère. Mais là, c'est pas 4 personnes, c'est 4 millions qu'il faudrait, qui sont nécessaires et qui doivent passer par un site internet pour le faire. Et un site scandaleux. Pourquoi scandaleux? Eh bien parce que très mal programmé, tout exprès, ça c'est beaucoup dit, c'est facile à vérifier, et je l'ai fait. Déjà, ce mode de consultation, je me permets de le préciser, exclut la moitié des gens, ceux qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas de réseau en bon état, ceux qui sont trop vieux, ceux qui sont trop pauvres, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, en somme. Et donc ensuite, si vous êtes abonné à l'Internet, avec un réseau qui marche, identifiable, avec votre carte d'électeur, et ni trop vieux, ni trop empoté, ni trop analphabète, vous allez sur le site référendumintérieur.gouv, et là, vous tombez sur un truc programmé exprès n'importe comment, avec une faute d'orthographe d'ailleurs, et où, par exemple, vous ne pouvez pas écrire le nom de votre commune de rattachement dans la case prévue à cet effet, parce que le programme ne la reconnaît pas, tout simplement. Ne le reconnaît pas, ce nom. Vous avez beau mettre des tirets, pas de tirets, etc., la commune n'est pas reconnue, mais alors qu'elle est dans la liste, et vous êtes sûr d'être inscrit électoralement dedans. On vous dit passez votre souris sur la case, vous aurez des propositions de noms en fonction de ce que vous avez tapé, mais vous avez beau passer et repasser la souris, rien du tout. Vous allez sur un autre consultateur Firefox, Chrome, vous allez même sur Internet Explorer, c'est vous dire le niveau de désespoir. Eh ben non, rien non plus. On vous dit, pour faciliter votre démarche, vous pouvez prendre connaissance des bulles d'aide en plaçant la souris sur la case à remplir. Alors qu'en fait, ils auraient dû écrire, pour compliquer votre démarche, on vous promet l'apparition de bulles d'aide qui vous expliquent ce qu'on attend de vous, mais en fait, ces bulles d'aide n'apparaissent absolument jamais. C'est fait exprès pour décourager les gens comme vous, ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, et qui se disent, j'ai dû me tromper quelque part, je suis nul, avec ces trucs-là, tant pis, je participe pas.
Eh bien, je tiens à vous rassurer, la nullité n'est pas de votre côté. Nous avons là affaire à 1 ou 2 ou 5 programmeurs d'État fonctionnaires, qui ont le culot d'imprimer la mention tout droit réservé ministère de l'Intérieur et qui n'ont pas le niveau BTS en programmation. Mais nous sommes surtout en présence d'un formulaire d'une seule page destiné à plus de 10 millions de personnes au bas mot et pour lequel il n'y a même pas eu de relecture, sans parler du fait que si vous ne pouvez pas remplir la case « Quelle est votre commune ?», votre envoi du formulaire, qu'il s'agisse de voter ou d'obtenir un récépissé, devient strictement impossible. Et c'est là le but qu'ils recherchent. Au début, j'y croyais pas, je me disais comme tout le monde, ceux qui disent ça sont quand même des complotistes. En fait, c'est vrai, le ministère de l'Intérieur vous met des bâtons dans les roues pour que vous n'exprimiez pas un avis hautement préjudiciable à la politique du fait accompli que mène en ce moment le président de la République et le président tout seul, comme tout le monde le sait désormais. Vous allez me dire en quoi ça concerne Campagnol. Eh bien, je serai tenté de vous répondre, ça vous le verrez au municipal. Vous verrez combien les gens de province, par exemple, comment les gens de province perçoivent le fait d'être pris pour des demeurés à ce point-là. En attendant, la France qui proteste tous les samedis serait bien inspirée de mettre en tête de cortège une banderole dénonçant le scandale d'État des programmeurs du ministère de l'Intérieur et d'expliquer aux télés du monde entier en quoi le gouvernement se fout de nous avec son site internet. Abonnez-vous, merci. Vous savez, au village, nous avons ce Léon, ce mystique un peu voyant, un peu guérisseur, pianiste de génie, qui ne joue d'ailleurs plus beaucoup, et qu'on n'a pas vu de tout l'été. Et de temps à autre, après ce genre de disparition temporaire, on apprend qu'il a passé 1 mois dans un couvent, en retraite spirituelle, et puis il revient pour nous dire des choses toujours un peu incongrues, mais qui font quand même réfléchir. Et la dernière en date, c'est à propos de la visite de Trump en France pendant l'été. Il a dit, notre ami Léon, que les États-Unis étaient devenus une force d'oppression planétaire. Et lui, il s'est pas lancé dans de grandes considérations du fond de sa cuisine. Il n'a pas fait un cours de géopolitique et d'économie. Il s'est contenté simplement de rappeler que dès que la puissance américaine a quelque chose à reprocher à quelqu'un désormais sur la planète, elle s'arrange pour essayer de l'étouffer, pour faire extrader les personnes, pour faire couler les sociétés, pour asphyxier les États, comme ça, à distance, en faisant le vide autour de la personne physique ou morale qu'elle juge contraire à ses intérêts, et du coup, m'a-t-il dit, ça rompt un équilibre naturel, et comme à chaque fois qu'un équilibre naturel est rompu par un comportement prédateur, aberrant, comme pour les dinosaures par exemple, eh bien la nature corrige le déséquilibre. Il m'a donc dit avec un sourire, vous remarquerez que je ne dis pas la providence divine, je dis la nature. Mais dans mon esprit, évidemment, c'est pareil. Et comment fait-elle, nous dit-il, la nature pour corriger ce genre de déséquilibre? Alors là, il a répondu sans la moindre hésitation, eh bien, elle met à genoux l'auteur du déséquilibre. Ben justement, j'ai objecté, vous venez de nous dire qu'il y avait, et puis il y avait aussi Gustave le bouquiniste derrière moi, à côté de moi, vous venez de nous dire que c'est lui, Trump, qui met tout le monde à genoux. C'est pourquoi je parle de la nature. Il va se produire quelque chose chez eux qui va les terrasser comme les dinosaures qu'ils sont devenus. Alors j'ai demandé quoi? Un attentat? Cette conversation, d'ailleurs, nous la tenions le 11 septembre. Non, il me dit pas un attentat, mais une catastrophe naturelle, et là vous avez tendance à regarder attentivement le visage de celui qui parle pour essayer de deviner d'où lui vient cette assurance et s'il est vraiment devin ou s'il joue la comédie, mais dans le cas de Léon, quand il affirme une chose, c'est sans aucune espèce de frime, de prétention, il placeronne pas en disant « je vais vous en annoncer une bonne », non, il dit des choses de manière très modeste, un peu navrée, comme s'il n'était pas responsable de ce qu'il annonce. Et ce qu'il annonçait ce jour-là, c'était qu'un événement majeur, du genre tremblement de terre, allait affecter le territoire américain dans des proportions inédites, jamais vues, et que pendant 10 ans au moins, cette puissance devenue tentaculaire, oppressive pour le reste de la planète, allait devoir régler d'énormes problèmes internes et assurer sa propre défense pour de bon, parce que la nature avait besoin de rabaisser son orgueil qui était devenu un danger pour tout le monde.
Du coup, ça changerait tout, nous a-t-il dit, pour l'équilibre du monde, forcément. Sans ce garde-chiourme permanent international, tout allait dégénérer très rapidement. Le chat ne sera plus là et les souris vont se mettre à danser. Il voulait pas entrer dans les détails, mais il nous a clairement dit que l'oppresseur avait créé un semblant d'ordre autour de lui pendant 50 ans et que cet ordre allait disparaître extrêmement vite. Et que même dans les esprits, le modèle américain ne serait plus jamais celui de l'abondance, de l'insouciance, de l'Eldorado, mais celui de la guerre contre les éléments déchaînés de la nature et contre la barbarie entre les hommes qu'elle déclenche. Alors dit comme ça, évidemment, sur un ton très calme, un peu navré, un peu timide, sachant les antécédents de devin du bonhomme Léon, ça nous a impressionné, Gustave et moi, et Gustave a conclu de manière parodique, il est sympa ton copain, il faudra le réinviter. En attendant, je vais aller vendre, m'a-t-il dit, mon action Apple. Oui, parce qu'il avait une action Apple, achetée en 1987, figurez-vous. Mais je vous raconterai ça une autre fois, demain par exemple. Abonnez-vous, merci et à demain.